Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dev Café qui, pour rappel, c'est votre émission quotidienne autour de l'actualité du développement mobile. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 et on va pas faire d'introduction parce que vous allez voir qu'il y a des actualités, donc des premières actualités qui sont plutôt intéressantes, et vous allez voir qu'il y a une espèce de grosse bombe autour de Facebook à la fin. Donc je vous fais un énorme teasing, regardez tout bien parce qu'il y a aussi un outil qui est très intéressant, mais juste vraiment le dernier sujet, vous allez voir, c'est une bombe. Juste avant que vous commenciez à regarder tout ça, n'oubliez pas le petit like et à vous abonner, parce que ça m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous avez quelques secondes, ce serait génial. Voilà, maintenant on passe à l'actualité. Allez, on arrête le teasing. Pour commencer, donc on va pas forcément parler d'actualité, mais ici c'est plutôt un retour dans un premier temps. Donc la semaine dernière, Apple a annoncé la bêta 4 d'iOS 16 et d'iPadOS, etc. Et ils ont fourni les API pour ce qui s'appelle les Live Activity. Donc si vous vous souvenez, à la WWDC, ils avaient annoncé une fonctionnalité qui consiste à avoir sur l'écran de verrouillage et déverrouillage un widget, mais ce widget il est dynamique. Un développeur a testé ces API, ce SDK, et il nous donne son retour. Donc visuellement ça ressemble à ce que vous voyez ici, donc je vous remets, voilà, on peut voir que c'est des infos en temps réel qui viennent s'afficher pour son cas d'usage. Et lui, il nous explique un certain nombre de choses. Donc dans un premier temps, que l'ajout de cette fonctionnalité, finalement pour lui ça a été relativement simple. Et il précise aussi que ce widget qui est affiché sur l'écran de déverrouillage, l'utilisateur peut l'enlever, il n'y a aucun problème. Côté application, en fait, c'est relativement simple à être mis en place. La seule chose, c'est qu'il faut à minima que l'application soit au premier plan, ou en tout cas ait été lancée au moins une fois, pour qu'ensuite elle ait accès à tâches en arrière-plan pour tout simplement mettre à jour les données qui sont affichées. Une application peut, et donc le widget peut durer autant de temps qu'on veut, il n'y a aucun problème là-dessus. Et pareil, il nous explique que en termes de fréquence de mise à jour, il a eu, lui, de son côté, aucun problème, sachant qu'il était plutôt autour de une mise à jour par seconde. Donc voilà, à voir jusqu'à quel niveau on a le droit de mettre à jour. Mais sinon, lui, il a eu pas franchement de problème. Simplement, il nous explique, et donc ça c'est plutôt côté UI, qu'il y avait quelques soucis. Pourquoi ? Parce que, donc là vous voyez dans cet exemple, l'utilisateur il a un fond avec des couleurs, donc il vaut mieux utiliser du texte clair. Et lui, du coup, si on met un texte noir, c'est pas bon. Et le seul problème des API actuelles, c'est qu'on ne peut pas savoir les couleurs de l'arrière-plan, et donc on ne peut pas savoir quelle couleur utiliser. Il ajoute aussi que donc il a utilisé le mécanisme des notifications. Pourquoi ? Parce que potentiellement une tâche en arrière-plan elle peut être tuée. Donc en utilisant ce mécanisme-là, ça permet d'être sûr qu'on n'est pas tué, ou en tout cas qu'on va être bloqué dans les mises à jour. Il termine en indiquant que côté données et côté implémentation, en fait, c'est vu comme une extension, donc comme les widgets classiques. Donc ce sera à vous, finalement, de gérer une sorte de code commun dans lequel vous allez pouvoir avoir d'un côté l'application, de l'autre le widget, et que les deux puissent piocher dans les données. Donc ça, il n'y a rien de nouveau en tant que tel, mais il prend juste le temps de le préciser. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa à mettre en place, sachant que pour rappel, quand iOS 16 va sortir, ce ne sera pas disponible. Je crois qu'ils ont indiqué que c'était d'ici à la fin de l'année, il me semble. Ensuite, en termes de deuxième sujet, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Wolfia. Et je trouve que c'est vraiment un super outil. Le seul truc, je vous préviens d'avance, c'est que le site est tombé au moment où j'enregistre. Donc, il va falloir me croire sur parole d'une certaine manière. Donc, l'idée de ce service, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, vous prenez l'APK, un APK que vous avez, vous la faites en drag and drop sur le site que vous voyez ici, et immédiatement, vous allez avoir un lien sur lequel
vous allez pouvoir donc ouvrir un émulateur et le tester. Et la particularité, c'est que ça fonctionne dans le navigateur. Pas besoin d'installer d'émulateur, pas besoin d'installer des certificats, des trucs comme ça, rien du tout. Donc là-dessus, certains vous dites peut-être que c'est la même chose que appetize.io, et en effet, c'est exactement le même système. La seule contrainte que appetize.io a, c'est que vous êtes limité à 100 minutes par mois, donc vous allez très vite atteindre cette limite. Alors que, en fait, chez Wolfia, la version gratuite, elle est beaucoup plus généreuse, parce que vous pouvez installer autant d'applications que vous voulez, et à chaque fois, une session fait 5 minutes. Mais ces sessions, il peut y en avoir autant que vous voulez. Vous êtes limité par contre sur le nombre de personnes qui utilisent en parallèle l'application. Sinon, après, vous avez des plans payants, mais vous voyez, en termes de tarification, ça n'a rien à voir avec ce que appetize.io peut proposer. Le seul truc, moi, qui m'a fait un tout petit peu tiquer, c'est que, en fait, quand on navigue sur le site, à aucun moment, il y a une partie légale. Il y a 0 document, donc utiliser une application et quelles données on met à l'intérieur, où est sauvegardée l'APK, là-dessus, il n'y a rien. Donc, moi, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est surtout si vous voulez utiliser ce service, ne mettez pas des données sensibles, ne rentrez surtout pas une carte de crédit, par exemple. Le seul élément qui est écrit, c'est qu'il ne log rien. Mais là-dessus, on est sur une page web dans laquelle vous voyez, c'est OK. On te croit, mais c'est tout ce qu'on sait. Si j'essaye de copier le lien et que j'essaye de lancer l'application, qu'est-ce qui se passe? L'émulateur en fait va s'afficher, mais il est vide parce que voilà, vous voyez, il n'y a rien qui est disponible. On voit juste une partie de l'interface Android. Par contre, là où le système est vachement intéressant, c'est que non seulement j'ai accès à mon application depuis mon navigateur, donc rien à installer et tout ça, mais en plus, la session que moi je vais faire, elle peut être partagée. Donc vous voyez ici, c'est écrit en gros, on peut partager une session, et je copie le lien, et ça va fonctionner pour tout le monde. Donc là-dessus, le service a l'air absolument génial. Moi, du moins, c'est pas absolument génial, j'ai pu le tester, et donc voilà, ça fonctionne super bien. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'à chaque fois, les utilisateurs se connectent, et pour se connecter, il faut un compte Google. Ça fait partie des limitations, mais dans la mesure où il vient juste de sortir, c'est pour ça qu'il y a ce problème, et donc là, vous voyez ici, l'émulateur n'arrive pas à se lancer. Pour le moment, il ne supporte que Android, sachant qu'ils ont pour plan de supporter iOS aussi via le simulateur. Et donc du coup, j'ai essayé de chercher un tout petit peu plus d'infos. Et en fait, Wolfia, j'ai trouvé pour info l'outil via Hacker News. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais la personne qui est derrière Wolfia, il s'appelle Fabien Devos. Et Fabien Devos, c'est un Français. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de le contacter pour avoir plus d'infos sur l'application, peut-être avoir un peu plus de détails, notamment voilà, sur la partie juridique et les données pour en savoir plus. Mais voilà, ce service a l'air d'être absolument génial pour nous développeurs, parce que voilà, plus besoin de se prendre la tête avec les certificats. Sur iOS, c'est pire. Voilà, vraiment un très très bon outil. Donc mettez-le dans vos favoris pour le moment. Et dès que vous pourrez le tester, vraiment faites-le parce que c'est génial. Maintenant, on va passer à un sujet, et je pense que c'est un sujet qui va faire grand bruit parce que c'est absolument énorme ce qui se passe. Pour le moment, quand je tourne la vidéo, il n'y a encore aucun site, des gros sites d'actualité américains qui s'y sont mis dessus, mais je pense que ça va faire énormément grand bruit. L'idée, c'est que toutes les applications du groupe Meta écoutent ce que font les utilisateurs sans les notifier. Donc, je vais mieux vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc précisément, la personne qui a fait cette découverte, c'est Felix Krauss, qui n'est pas n'importe qui, parce que, donc si vous ne le connaissez pas, en fait il avait bossé avant chez Twitter et Google, et c'est lui qui est à l'origine de Fastlane. Donc si vous faites voilà, du CI, des choses comme ça, vous connaissez forcément Fastlane, et l'idée c'est que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Et quand je vous dis que ça cible toutes les applications du groupe Meta, c'est autant sur Android que sur iOS. Donc là, il coche toutes les cases. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu en détail son article,
parce que c'est relativement bien décrit, c'est assez long, donc je vous invite même à le lire. Moi, je vous ai juste mis les passages importants de son article. Donc en fait, ce qu'il nous apprend, c'est que tout simplement, les applications, donc juste, voilà, il en profite pour préciser que quand il dit Instagram, en fait, c'est toutes les applications du groupe Meta, à savoir donc Instagram, Facebook et Messenger. Donc ce qu'il explique, c'est que les applications donc, du groupe Meta ouvrent par défaut la WebView quand vous cliquez sur des liens, et ce qui se passe, c'est que sans le consentement de l'utilisateur, des données sont récupérées. Qu'est-ce que vous avez rentré dans des formulaires? Où est-ce que vous cliquez? Quelle sélection vous faites dans le texte, etc. etc. Donc c'est quelque chose, comme je l'ai dit, d'énorme. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails. Si on regarde bien le petit schéma que vous voyez juste là, quand vous cliquez sur un lien, peu importe dans quelle application vous avez, ça ouvre une WebView au lieu d'ouvrir le navigateur. Les applications cherchent s'il existe un SDK qui s'appelle IAB. Donc là, ce qu'il explique dans le petit paragraphe ici, c'est qu'il a essayé de chercher des infos sur ce SDK. A priori, c'est un SDK qui traque des informations. Voilà. Mais bon, il n'y a pas trop de détails. Sinon, ce qui se passe, c'est que dans la page web, ils injectent ce qui s'appelle le pixel méta, sans le consentement de l'utilisateur. Ce pixel méta, quelles données il peut récupérer? Par exemple, quand vous cliquez sur des noms, quand vous remplissez des formulaires, tout ça, ça va être récupéré. Donc en tant que tel, le pixel Facebook ou le pixel méta, c'est légal. Mais quand on met ça dans un site web, il faut tout simplement avoir le consentement de l'utilisateur. Sauf que là, vu que c'est Facebook qui l'ajoute dynamiquement quand la page web s'ouvre, le propriétaire du site, il n'a pas pu, c'est pas lui qui l'a rajouté. Et donc, il y a des données qui sont récupérées sans qu'il y ait eu aucun consentement. Donc l'utilisateur, il voit ces données envoyées sans même avoir la possibilité de dire « je le veux pas ». Et du coup, des mécanismes comme il existe sur iOS avec l'App Tracking Transparency, ça passe totalement outre parce que c'est Facebook qui injecte son code. Ce qu'il explique dans son article, c'est que en fait, il n'a pas réussi à savoir précisément quelles données étaient envoyées. Pourquoi? Parce que tout simplement, les données sont non seulement chiffrées et compressées. Et donc du coup, il n'est pas arrivé à déchiffrer toutes ces choses-là. Mais dans la mesure où on voit tout ce que le pixel méta est capable de récupérer de base dans sa conception, on se dit que c'est plutôt dangereux. On comprend très vite que Facebook est totalement en dehors des plats et ça va faire grand bruit. Et donc du coup la question qui se pose, c'est en termes d'App Store et de guidelines, où est-ce qu'on en est? Et pour aller assez rapidement, il explique qu'actuellement côté App Store, il n'y a finalement pas vraiment de règles à ce sujet-là. Il explique que vite fait, il y a quelques mentions, mais c'est pas de manière précise. Mais là, ce qui semble à peu près sûr, c'est que guideline ou pas, Apple va agir très très vite. Vu que lui, il s'est limité à la partie App Store, moi j'ai essayé de chercher de mon côté qu'est-ce qu'il en était côté Google Play. Donc c'est pareil, il n'y a pas vraiment de truc très précis, mais je pense avoir quand même trouvé une règle qui est dans cette veine-là, et ça nous explique qu'il ne faut pas rajouter du code qui exploite des vulnérabilités de sécurité. Donc on peut se dire qu'en tant que tel, ça en est une. Mais surtout, le plus intéressant, c'est celui-ci. Pour que Instagram soit capable d'injecter du code, il faut appeler le Add JavaScript Interface côté Android. Et là-dessus, quand on utilise cette méthode, il est expliqué que il ne faut surtout pas mettre en place des vulnérabilités autour de la fuite de données des utilisateurs. Donc j'ai l'impression que pour le coup on est là très précisément, ça cible bien notre cas. Ça pourrait potentiellement dire que toutes les applications du groupe Meta pourraient être suspendues à n'importe quel moment par Google, potentiellement par Apple aussi, tant qu'ils font ce truc-là. Finalement on se dit, oui, en fait une WebView, finalement... vu qu'on a accès à tout, on peut tout faire. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va tourner. J'imagine qu'il va y avoir des épisodes qui vont s'enchaîner très 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 vite.
parce que voilà, c'est énorme en termes de siphonnage de données. Il explique toutefois aussi dans son article, j'ai oublié de vous le préciser, qu'en fait une manière très simple de contourner la problématique, c'est que en fait quand vous êtes dans la WebView, autant sur Android que sur iOS, vous dites ouvrir la page dans le navigateur. Donc ça ouvre Chrome, ça ouvre Safari, et auquel cas vous êtes totalement safe dans ce cas-là. Donc voilà, côté utilisateur, surtout n'utilisez pas la WebView, c'est extrêmement dangereux. Une fois qu'on a vu ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, voilà, le dernier sujet est énorme. J'espère que voilà, ça va faire beaucoup plus que juste moi dans le Dev Café ce matin, mais je n'ai pas de doute là-dessus. En tout cas, moi de mon côté, je vous invite à faire un like, à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, hein, vous connaissez le refrain, il faudrait que je m'enregistre peut-être à ce moment-là. En tout cas, comme d'habitude, moi je vous souhaite une super bonne journée, et bien comme d'habitude, on se dit à demain.